Bon, bienvenue à tous, bienvenue à cette session consacrée à Léo et Léa. Alors, Léo et Léa, on va vous raconter la genèse de nos robots connectés. Donc, avec Stéphane, on est super fiers de pouvoir vous raconter cette histoire. Donc, si vous êtes complètement ignare en IoT, si pour vous l'impression 3D ça représente de la magie vaudou, et si le multistring c'est vous file des boutons, eh ben, vous êtes exactement comme nous. Donc, bienvenue ici, quoi. Alors, je me présente, je suis Vincent Pierre, je travaille chez SQLI en tant qu'expert technique. Et Stéphane Coran, je suis consultant UI et designer d'interface chez SQLI également. Alors, si dans votre vie, vous devez retenir que 2 dates, on va dire 3 dates, on va dire votre date de naissance, la victoire de la Coupe de France, de l'équipe de France en Coupe du Monde, et ce 9 novembre 2016 pour votre première rencontre avec Léa et Léo. Donc, si vous avez des copains des autres sessions, n'hésitez pas, on peut encore les appeler, il reste quelques places. Donc, À peine. à peine. Alors, lorsque j'ai entendu parler du thème du DevFest, c'était un petit peu comme une révélation pour moi, parce que SQLI est partenaire Platinium. Et puis, moi, par ailleurs, j'avais commencé à rejouer avec mes enfants au Lego. Je venais de finir un MOOC sur Arduino et objets connectés. Et compte tenu de tout ça, je me suis dit, et pourquoi pas créer des Lego connectés pour animer le stand du DevFest. Donc voilà, l'idée est partie d'ici. On a constitué une petite équipe et on est parti dans cette aventure Do It Yourself que nous allons vous présenter aujourd'hui avec Vincent. D'accord. Bon, on va peut-être le temps de vous montrer les robots depuis le temps qu'on essaie de teaser un petit peu. Donc, je t'en Sans prie. plus attendre. Sans plus attendre. Donc, on a 2 robots, Léo et Léa, vous avez deviné. Donc, roulement de tambour. Alors, ils sont un peu timides, hein, donc vous pouvez les applaudir parce que c'est leur première apparition publique. Bon. Ouais. Alors, Léo, c'est un robot donc, entièrement imprimé en impression 3D et qui est télécommandé par le Bluetooth. Donc, je ne sais pas, Stéphane, tu veux faire juste une rapide petite démo. On va vous faire une démo un peu plus complète en... Ah oui, Stéphane, est-ce que tu peux... Ah, le robot. Et il arrive, on le télécommande, c'est pour ça. Voilà. Donc Léo, il mesure 35 cm, il a fallu 384 mètres de fil pour pouvoir l'imprimer. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 60 mètres de plus que la Tour Eiffel. Et c'est le même niveau que le dernier étage du One World Trade Center. Il pèse 1,8 kg avec la structure motorisée qui se trouve en dessous. Donc que ce soit Léo ou Léa, ils sont inspirés de figurines réelles, de vraies minifigs. On va vous montrer après. Donc voilà. Et maintenant, donc le deuxième robot, Léa. Attention. Voilà. Oui, elle est aussi timide. Hein. Donc Léa, c'est la fille. C'est une notificatrice de tweets. Donc en fait, elle va réagir au tweet que vous allez lui envoyer. Et elle va bouger les bras, elle va bouger la tête. Elle va afficher le tweet sur le LCD et elle fera du son. Donc Léa, elle mesure 50 cm avec son socle. Sans le socle, ça fait 40 cm. Donc c'est 10 fois la taille d'une minifig normale, minifig Lego. 363 mètres de fil d'impression, c'est grosso modo la même chose que Léo. Et si on met ensemble au niveau du fil d'impression, ça fait l'équivalent de 7 terrains de foot au niveau de la largeur, mis bout à bout. De la longueur plutôt. Et elle pèse 1,8 kg avec son socle et tout le matériel. Quoi. Donc maintenant, la question que vous devez vous poser, c'est Stéphane vous a expliqué son idée de départ, vous voyez le résultat, et la question c'est en fait, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux. Quoi. Donc, si vous voulez une réponse rapide, parce que vous voulez filer dans notre session, il faut une équipe motivée, beaucoup de patience, de la persévérance et une bonne dose d'inconscience. Voilà. Maintenant, si on veut la version un petit peu détaillée, il est temps qu'on vous raconte un petit peu le fabuleux destin de Léa et Léo. Donc, pour Léa et Léo, tout a commencé par la modélisation 3D. Oui, enfin, pas tout à fait. Ça n'a pas été si simple que ça et pas aussi magique.
Donc, si on avait voulu imprimer une Léa, par exemple, en grande dimension, comme elle est là, en x10, et s'arrêter là, ça aurait été relativement simple dans la mesure où on aurait pu se contenter d'aller sur une plateforme de type Thingiverse ou GrabCAD, que vous pouvez connaître, ou plein d'autres, sur lesquels on peut récupérer des fichiers STL, déjà STL, donc prêts à être imprimés. Et puis voilà, on aurait pu faire ça. Sauf que nous, ce qu'on voulait faire, c'était des robots connectés, c'est-à-dire des figurines dans lesquelles on puisse mettre, par exemple pour Léa, un Arduino, on reviendra dessus tout à l'heure, des LED, des servomoteurs pour les bras, pour le cou. Et ça, c'était déjà beaucoup plus compliqué, du coup, et personne ne l'avait fait. Donc les modèles qu'on pouvait récupérer sur Internet n'étaient pas du tout prêts à accueillir ce type de matériel. Donc on est quand même parti, on n'est pas parti de rien, on est parti d'un modèle de Michael Curie, qui est un Américain. On a une pensée pour les Américains. Donc du coup on est parti de ce modèle. Alors, il avait fait un modèle de 2 fois et demi la taille d'une figurine d'origine. Donc nous, on voulait faire du x10, donc on a commencé par réassembler les différentes pièces STL ensemble, et puis par augmenter la taille. Ça, c'était une première chose. Alors l'outil que personnellement j'ai utilisé, parce que je l'aime bien, c'est un 3D Design, un outil de modélisation qui est... alors il est gratuit, c'est déjà pas mal. Et puis moi je l'aime bien parce que son interface, donc je suis consultant UI, hein, et son interface je la trouve plutôt sympa, comparé à des blenders que certains peuvent connaître, qui permettent de faire des choses bien plus complexes, mais qui sont un peu austères, un peu difficiles d'accès. Ce qui est pas mal, enfin ce que je trouve comme avantage sur un outil comme ça, c'est le positionnement des objets les uns par rapport aux autres, qui se fait de manière assez simple et assez précise. Et puis, moi, j'avais des besoins pour certaines pièces, enfin, en particulier la tête, on en reparlera, de faire des chanfreins sur toutes les arêtes. Donc d'avoir des coins arrondis, mais sur toutes les arêtes en même temps, sur un objet 3D. Et un 3D Design sait le faire d'origine, on va dire, alors qu'un SketchUp a plus de mal, quoi, où il faut ajouter des plugins ou des choses comme ça. Donc si on regarde un petit peu en détail la manière dont ça a été conçu, le torse, comme je vous disais, on met du matériel. Donc là, dans le torse de Léa, il n'y a plus de place. C'est blindé de fils, il y a l'Arduino, il y a les 2 servomoteurs. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a coupé le torse en deux pour faire une sorte de boîte et qui puisse facilement être refixé par la suite par des vis. Il y a un trou ici qui a été creusé sur le devant, comme vous pouvez voir, et qui donc lui accueille l'écran LCD. Et puis au niveau du cou, donc le trou que vous pouvez voir le plus important, c'est l'emplacement pour le servomoteur. À côté, on a une sorte de petite goulotte qui permet de faire descendre les fils venant de la tête, et donc pour venir se connecter dans l'Arduino qui est au cœur. Donc là, on a un petit zoom aussi sur les jambes. Alors les jambes, on a eu ici, on a l'illustration de 2 options qu'on avait. Pendant un moment, on s'est dit, tiens, ce serait sympa de pouvoir l'asseoir, mais sauf qu'on a un fil qui descend, donc qui alimente l'Arduino et qui descend dans le socle vers une batterie. Et par rapport à ça, pour asseoir Léa et faire passer le fil, il fallait qu'on crée un trou en fait dans la jambe. Sauf que la jambe, une fois debout, c'est absolument pas esthétique. Ça fait un gros trait comme ça. Donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'on ne la cirait pas. C'est pour ça que Léa est tout le temps debout. Ouais. Et on a juste ce petit trou là qui nous permet de descendre le fil à l'intérieur. Alors la tête, elle, par rapport au modèle de Michael Curie que vous avez pu voir tout à l'heure, où on avait une tête de Lego, hein, vraiment classique, nous on a voulu aussi s'inspirer d'une minifig, mais une minifig avec une tête de robot. Donc la tête, elle a été créée vraiment de toutes pièces, et là encore, c'était difficile dans la mesure où une tête, c'est quand même tout petit,
même on est en x10, mais pour aller y mettre des choses, c'est quand même compliqué. Donc, on l'a conçu comme une boîte. On a un scalp qui vient fermer, le haut de la tête, qui est vissé hein, comme une boîte. On a ici donc deux cornets qui ont été imprimés en blanc, hein, comme vous pouvez voir, pour laisser passer la lumière des LED, qui sont donc plugués dans les trous des yeux. On a un élément central ici qui vient appuyer en fait sur le servomoteur et qui permet du coup de tourner la tête lorsque le cerveau tourne. Et il y a une partie, et c'est là tout l'avantage en fait de l'impression 3D, c'est qu'en fonction d'une problématique particulière, on va pouvoir essayer d'imaginer toutes les pièces qu'on souhaite et les imprimer. Là, par exemple, la problématique, c'était qu'on voulait qu'il y ait des LED dans la tête de Léa. Donc on a 2 LED RVB là, qui peuvent changer de couleur au niveau des yeux. Voilà. Et puis on a 2 LED qu'on ne voit pas parce qu'elles ne doivent pas être allumées, je crois pas. Non, on ne les voit pas, elles sont ici. Qui sont au niveau des joues et qui la font rougir, voilà, selon certaines conditions. Et par rapport à ça, donc les LED sont fixés sur ce petit support-là. Et l'avantage, c'est que tous les câblages, au sens large, électriques, qui devaient être faits entre les LED, puisqu'elles sont branchées en série, il y a des connaisseurs. Ça, on a pu le faire à l'extérieur de la tête. Et on a fait tous nos montages, et puis après, on est venu glisser ce petit morceau juste dans les encoches, et les LED arrivent à hauteur des yeux, exactement comme le plan. Alors dans la tête, sur les LED, l'a bien expliqué Stéphane, il n'y a absolument rien de soudé. Alors pourquoi il n'y a rien de soudé? Parce que déjà, en fait, on n'est pas bon en soudure, il faut dire ce qui est. Et en plus, on voulait aussi pour être sûr qu'on puisse changer les LED en 2-2 si jamais il y a un problème, si on en cramait une ou tout ça. Donc du coup, Stéphane il a déterré une vieille technique d'électronique qui s'appelle le wire wrapping. En fait, c'est une technique... alors déjà, quand on a parlé de wire wrapping, Léa était toute contente, parce que c'est une technique qui est utilisée en bijouterie, et on pensait qu'on allait fabriquer des bijoux. Manque de peau, c'était pas pour ça. Bon, on lui a quand même mis un petit collier, hein, donc elle est quand même toute mimi. Et donc l'idée du wire wrapping, c'est de pouvoir fixer 2 composants ensemble en torsadant un des fils des composants. Donc c'est ce que vous voyez en fait ici sur la photo là. Donc pour faire ça, on utilise un outil, un wire wrapper. Enfin, je pense que on n'a pas de nom, mais on va l'appeler comme ça. Dans l'outil, vous dénudez un fil sur une certaine longueur, vous le mettez dans l'outil, vous mettez l'autre composant de l'autre côté, vous tournez, et ça vous fait le petit tourniquetis là. Alors, c'est super bien, c'est super pratique, c'est fait en 2 minutes. Le seul problème, c'est que bon, si on tire vraiment dessus, ça casse, il n'y a pas de suspense. Donc, pour pouvoir compléter un petit peu le dispositif, nous, on a rajouté une gaine thermorétractable dessus. C'est une espèce de gaine en plastique qu'on enfile, et après on chauffe avec un briquet, et ça solidifie le tout, et ça marche plutôt bien, quoi. Et sinon, pour la petite info culturelle, pour que vous brillez dans les dîners, le tableau de bord de la fusée Apollo est entièrement fait en wire wrapping. Donc, c'est une technologie qui a été sur la Lune. Je pense que ça va résister au DevFest. Enfin, normalement. Bien sûr. Petit zoom sur l'intérieur du corps. Donc là, on a de l'espace. Le modèle initial qu'on a adapté, en fait, n'était pas prévu, encore une fois, pour disposer des servomoteurs sur les bras, mais nous, on voulait que les bras tournent. Donc par rapport à ça, ce qu'on a fait, des choses assez simples, mais deux grands supports de chaque côté, dans lesquels on a des trous et dans lesquels viennent se glisser les servomoteurs. Et puis au niveau des bras, on avait la problématique de fixation des bras au cerveau ou au palonnier, puisqu'on a un petit palonnier, un élément en plastique qui vient se fixer sur le servomoteur. Et on avait la problématique de comment on allait fixer ça, parce que on avait un souci de démontage par rapport à Léa, Léo un petit peu moins, de pouvoir réintervenir dedans, changer du matériel si ça grillait ou des choses comme ça. Et les bras en particulier, on devait pouvoir les repositionner assez facilement, parce que les réglages avec les moteurs et puis le code Arduino derrière n'étaient pas forcément simples. Donc, dans un premier temps, on était parti dans l'idée avec du scotch double face, de coller le bras directement sur le palonnier.
Bon, on a fait quelques tests au début, ça marchait, plus ou moins. Les bras sont tombés des fois. Souvent. Souvent. Et donc, on s'est dit, ça risque pas de tenir 2 jours, quoi. Donc on a revu un petit peu ça, et c'est au moment de travailler sur Léo où je me suis dit finalement, parce que les bras de Léo ne sont pas fixés de la même façon, et on avait cet élément de connecteur central qu'on voit, je crois qu'on peut faire, je ne sais plus où, enfin bref, qu'on voit entre le palonnier et le bras, on a un connecteur, et par rapport à ça, je me suis dit, on va réutiliser le même principe. Donc ici, en fait, ce connecteur, il est directement fixé par des vis sur le palonnier. Et le connecteur s'emboîte, mais de façon assez souple, dans le trou du bras. Assez souple pour la raison de pouvoir le redéfaire le cas échéant. Après, on avait un autre souci qui était, OK, le bras, on l'a mis là, on veut pouvoir le retirer, seulement... du coup, il n'y a plus de résistance. Et quand il est à 90 degrés, il retombe tout seul. Donc, pour régler ça, au début, on a utilisé de la chambre à air. C'est do it yourself, hein, on vous l'a dit. Donc, on a utilisé de la chambre à air, sauf qu'après, avec les frottements, la chambre à air, elle s'usait rapidement, ça sautait, ça n'allait pas. La solution qu'on a retenue, et il y a encore des réglages à faire, à mon avis, c'est d'utiliser du velcro, mais la partie grattante, en fait. Qui permet d'avoir plus de résistance au niveau plastique et qui retient mieux le bras pour l'éviter de descendre. Donc voilà, on a dû trouver plein de petites astuces comme ça pour pallier à certains problèmes mécaniques dont on n'est pas spécialiste pour le coup. Donc alors, si vous n'êtes pas familier de l'IoT, Stéphane il doit au moins vous dire 2 gros mots, c'est-à-dire Arduino et Raspberry. Donc pour vous expliquer très rapidement ce que c'est, un Raspberry c'est un nanocomputer, un petit ordinateur cadencé à 1,2 GHz et qui a 1 Go de mémoire. Donc c'est pas les machines qu'on a actuellement, mais c'est largement suffisant pour faire tout un paquet d'opérations. Et autrement, l'Arduino, lui, c'est un microcontrôleur qui lui permet plus d'agir sur des servomoteurs, sur des LED, ce genre de choses. Alors lui, par contre, il est cadencé à 16 MHz et 32 kg. Donc les 32 kg ont de l'importance pour un petit peu après. Alors, et aussi, dernier point, l'Arduino, c'est une famille qui se décompose en plein de cartes. Il y a du Mega, Nano, et les 2 cartes qui nous intéressent ici, c'est le Uno et le Leonardo. C'est 2 cartes qui sont très similaires, et on va voir qu'il y a quand même une petite différence qui nous a embêtés. Alors sinon, d'un point de vue architecture, comment ça fonctionne pour Léa? Alors, le point de départ de Léa sur l'architecture, c'est l'API Twitter. L'API Twitter, il nous fournit gentiment, tous les temps, il nous fournit une API streaming qui nous permet de nous coller sur un endpoint. On écoute en permanence à partir d'un mot-clé, et dès que quelqu'un tweet ce mot-clé, eh ben, on est notifié d'un événement et on peut agir en fonction de ce tweet-là. Seul problème, c'est que ce tweet-là, on veut l'afficher sur l'écran LCD. Donc du coup, on veut écouter, on veut afficher, il faut faire 2 choses en même temps, donc on va être obligé de faire du multithreading. Le petit souci qu'on a eu, c'est que nous, on est parti sur un code Node qui serait embarqué dans un Raspberry. Alors, on va vous expliquer pourquoi après Node. Donc du coup, on est obligé de faire 2 choses en même temps, multithreading, donc il faut transformer Node en multithreading parce que par définition, Node, il est monothread. Donc pour ça, c'est pas très compliqué, hein, c'est une ligne de code, il suffit un process.fork. Et on va créer un worker Twitter, dont lui, le seul boulot, c'est il écoute Twitter, dès que quelqu'un tweet, il envoie un message à un deuxième worker, qui est le worker orchestration. C'est là où se trouve toute la logique du programme, hein, donc toutes les petites bidouilles qu'on a été obligé de faire dedans. Et une fois que l'orchestration a fait ce qu'elle a besoin de faire, elle envoie un message à un 3e worker, qui est le worker Arduino. Lui, son boulot, c'est de transmettre l'information du tweet à l'Arduino. Alors pour ça, ça passe par le port série. Et une fois que c'est un flux JSON qui transite entre les deux. Le Leonardo récupère le flux JSON, il parse, il récupère les informations dont il a besoin, en l'occurrence le message affiché, le type de mouvement que doit faire Léa, parce que suivant le tweet et suivant ce que vous allez faire, si vous avez gagné, si vous avez perdu, vous allez voir, elle va faire des mouvements différents, et la position du tweet. Et après, elle transmet ça au LCD. Voilà. Donc, pourquoi cette architecture à base de de Arduino et de Raspberry? À la base, on était parti, on voulait faire uniquement tout dans un Arduino. On n'avait pas forcément le recul nécessaire sur ce genre de dev. Ce qui nous a fait un petit peu peur, c'est les 32 kilos. Parce qu'on voulait coder beaucoup de mouvements de Léa, parce qu'on voulait qu'elle danse un peu, tout ça. Et on voulait se baser sur... Alors, dans l'Arduino, c'est du C. Et on voulait se baser sur un client Twitter qui était déjà un petit peu volumineux en termes de taille de code. Donc du coup, on a eu peur d'être un petit peu limité.
Et du coup, on est passé sur, on a dit que toute l'intelligence, on allait la déporter au niveau du Raspberry, et le Leonardo, lui, était plus qu'un esclave du Raspberry et faisait ce qu'il voulait, quoi. Alors ensuite, pourquoi le Node? Alors le Node, là, par contre, ça a été un choix qui était beaucoup plus empirique. Avec certaines personnes de l'équipe, en fait, on travaillait sur des side projects déjà qui étaient sur des API, mais qui étaient basés sur du Node. Et en fait, on s'est presque pas posé la question. On était sur Node parce qu'en plus, c'est une plateforme qu'on apprécie. La communauté, elle est très réactive. Il y a plein de modules. Il y a toujours un petit module qui nous sauve la vie. Et voilà. Donc du coup, on n'avait pas trop de soucis là-dessus. Et après, alors pas trop de soucis. En fait, c'est faux. On a eu un souci. Donc ici, là, ce qui est utilisé pour pouvoir faire la communication entre le Raspberry et le Leonardo, c'est une librairie qui s'appelle Serial Port. C'est un module Node qu'on installe et dont son but, c'est juste de faire transiter des données sur le port série. Elle fait très bien son boulot. Sauf que petit problème, nous, on avait à la base, on a bossé avec notre matos perso au début. Donc moi, j'avais pas un Leonardo, moi j'avais un Uno. Et avec le Uno, quand il reçoit des données comme ça sur son port série, en fait, il s'auto-reset et on perdait le message. Alors au début, on a été un petit peu surpris. Et en fait, après des recherches, on s'est rendu compte que c'est son comportement normal. Il reçoit des données, il se met en reset, c'est comme si on téléversait des données dans son programme. Donc ce phénomène-là s'appelle le DTR, le Data Transmission Ready. Et donc le but pour nous, c'était d'inhiber ce comportement-là. Donc il y a deux façons de le faire, grosso modo. C'est soit on rajoute un condensateur au sein de la carte Arduino pour qu'il y ait toujours du courant et qu'il ne puisse pas se resetter. Bon, le montage électronique était déjà un peu compliqué pour Léa, donc on ne voulait pas en rajouter. Et l'autre partie, c'était de façon logicielle en utilisant une librairie Python, qui, elle, est capable de pouvoir inhiber le DTR. Le Serial Port, lui, n'est pas capable de le faire. D'ailleurs, on a levé une issue auprès de Serial Port pour savoir s'il voulait le faire. A priori, c'est toujours en cours. Donc du coup, on arrivait à une architecture qui était un petit peu bancale, où on avait donc du code JS qui tournait dans du C, qui lançait un script Python, et le script Python qui lui faisait transiter du JSON pour arriver sur du Leonardo codé en C. Donc voilà, ça fonctionnait très bien, mais bon, on n'était pas super satisfait. Donc du coup, ce qui s'est passé un petit peu après, c'est qu'on a racheté le vrai matos pour Léa, et le vrai matos, en fait, on a pris un Leonardo, et là, on s'est rendu compte qu'avec le Leonardo, il n'y avait plus du tout le problème. Et on a regardé comment ça se fait qu'avec Leonardo, il n'y avait plus du tout le problème. C'est en fait simplement parce qu'au niveau du port, ces deux cartes qui sont jumelles, elles font à la même taille, à peu près la même chose. Je crois que Leonardo est un petit peu plus puissant, mais sinon, elles se ressemblent beaucoup. Et l'autre différence majeure, c'est qu'au niveau du port série, en fait, le Leonardo, lui, il gère un port USB virtuel, et il ne gère pas du tout la même manière de transmettre les données. Ce qui fait que du coup, le bug qui affectait le Uno n'affecte plus le Leonardo. Donc du coup, on a pu dégager la librairie Twitter et remettre le serial port, ce qui fait qu'on a plus une unité en termes de JS, quoi. Donc ce qu'il faut juste souligner là, c'est qu'il y a toujours une adéquation entre le matériel et le software sur ce genre de projet. Donc il faut faire un petit peu... voilà. Alors, sinon, concernant la gamification, parce qu'en fait, Léa, son but, c'est vous, le public du DevFest, de vous faire gagner des lots. Donc l'intérêt, alors comment ça se fonctionne? C'est très simple, vous tweetez Léa. Pas la peine de tweeter maintenant, elle ne marche pas encore. Et les lots, ça sera actif qu'après la conf. Donc c'est pas... Vous pouvez ranger vos portables. Sauf pour faire des photos. Oui, vous pouvez faire des photos. Et donc, du coup, vous allez tweeter, et à tous les je ne sais pas combien de tweets, vous allez gagner un lot. Le premier problème qu'on a, c'est le tout je ne sais pas combien de tweets. Et on est 1400 sur le DevFest, on est incapable de vous dire si on va recevoir 5 tweets ou 10 millions, ou un peu moins. Enfin, bref. Et donc, du coup, il fallait qu'on rentre d'abord les paliers dynamiques. Donc, ça va pas très compliqué, un petit fichier JSON en entrée, enfin, une petite base de données sous forme de fichier JSON. On mange ce fichier-là juste avant la lecture de chaque tweet, ça nous permet de faire ça. Par contre, petit souci, c'est que les personnes qui sont sur le stand, qui vont gérer Léa, on va tourner, mais il ne sera pas forcément toujours des informaticiens. Donc si on veut pouvoir modifier dynamiquement le fichier JSON, on ne va pas forcément leur demander d'aller toucher là-dedans, même si ce n'est pas forcément très compliqué. Donc du coup, on a été obligé de refaire une petite admin pour pouvoir gérer ce genre de choses. Donc ce qu'on veut juste expliquer par là, c'est que sur ce projet-là, dans l'ensemble, ça n'a jamais été des gros problèmes, mais ça a toujours été des petits problèmes mis bout à bout. Donc rien d'insurmontable. Mais bon, ça en fait beaucoup au bout d'un temps. L'autre gamification, c'est que Léa, elle est sonorisée. Donc en fait, elle va faire du son en fonction des événements. À la base, on était parti sur des... on voulait lui faire lire les tweets en fait, qu'elle recevait. Alors on a vite arrêté de ça pour en fait 2 raisons. Parce que lire un tweet, c'est pas très humain. RT, #, Toto. Enfin, ça rendait pas terrible. Et puis surtout, les synthèses vocales qu'on a trouvées n'étaient pas forcément performantes. Les 2 seules qu'on a trouvées, il y en avait une en anglais et une en espagnol. Et en fait, on ne voulait pas que Léa parle espagnol. Donc on a fait autrement. On fait plus simplement, on a juste branché une enceinte Bluetooth sur le Raspberry.
on enregistre un certain nombre de MP3, et c'est le Raspberry qui, lui, suivant le contexte, va lancer le fichier son et qui ira sur l'enceinte Bluetooth. Et dernière chose aussi, il y a un certain nombre de easter eggs qui se trouvent dans Léa. Donc si vous tweetez certains mots, et ben, certains mots-clés, elle fera des réactions un peu étranges. Si vous êtes assez malin, normalement, vous devrez pouvoir les trouver facilement. Alors, on revient un petit peu sur la modélisation par rapport au véhicule de Léo. Alors, comme vous pouvez vous en rendre compte, Léo, en fait, au niveau corps, tête, la clé, les mains, c'est très très similaire avec Léa, donc on n'a rien modifié par rapport à ça. Mais on s'est posé un peu plus de questions par rapport au véhicule. Et donc l'idée là, c'était... au début, on s'est dit, on va mettre Léo, on va garder Léo debout, on va le mettre sur un gyropode, voilà, sur 2 roues. On avait très très peur au problème d'équilibre qu'il aurait fallu gérer dans ces cas-là, puisque voilà, ça balance quand même. Et donc on a vite oublié cette idée-là. Après, on s'est dit, on va l'asseoir. Si on ne le met pas debout, on va l'asseoir. Mais sauf que si on l'avait assis avec, avec les jambes, vu la taille de la figurine, il aurait fallu un véhicule énorme autour, donc ce qui nécessitait pour le coup beaucoup de pièces, beaucoup d'impression 3D et beaucoup de temps dont on ne disposait pas. Donc on a réfléchi un petit peu à tout ça, et puis on a décidé de revenir vraiment aux fondamentaux dans un pur esprit Lego, et de se dire finalement on va prendre notre corps avec notre tête et on va venir le plugger sur une pièce. Qui ressemble, voilà, une pièce bien connue. Alors ça fait quand même une pièce assez longue, hein, puisque tout à l'heure on disait ça, on est à 36 cm, donc avec au niveau de la longueur. Cette pièce-là, on y reviendra tout à l'heure, mais au niveau de l'impression 3D, de l'imprimante dont on disposait, ça passait pas. C'est beaucoup plus grand que le plateau. Donc c'est pour ça qu'on l'a découpé en 3 morceaux qui sont également vissés par l'intérieur. Et puis on a rajouté une petite console pour que ça fasse un peu plus véhicule du futur. Et voilà. Et les 2 trous que vous pouvez voir sur les pins là, sont faits pour passer là encore les fils des LED, puisque comme vous avez pu voir tout à l'heure, Léo bouge, enfin clignote des yeux en fonction de la direction. Alors comment ça fonctionne tout ça? En fait, Léo, lui, il est commandé grâce à l'API Web Bluetooth. Donc si vous n'êtes pas familier avec l'API Web Bluetooth, je vous encourage à aller voir, il y a une session à 14h avec François Beaufort et Jean-François Garot. Sinon, de façon très simple, en fait, c'est une API JS qui vous permet de contrôler le Bluetooth de votre téléphone. Donc ça veut dire qu'avec votre Chrome, vous êtes capable d'utiliser le Bluetooth de votre téléphone. Jusqu'à présent, c'était possible uniquement avec des applications natives. Donc pour pouvoir utiliser l'API Web Bluetooth, il vous faut un smartphone, jusqu'à présent ça va, du Bluetooth, du GPS, un Chrome, et dans le Chrome, il vous faut un flag activé qui s'appelle le flag API Web Bluetooth. Pour l'activer, les flags dans Chrome, c'est Chrome //flag. Dans les prochaines versions de Chrome, normalement, incessamment sous peu, c'est censé devenir actif par défaut. À partir de là, vous vous connectez, vous allez visiter une page en HTTPS. Alors nous, on n'a pas voulu monter un nom de domaine, faire mumuse avec les certificats, même si avec Let's Encrypt maintenant c'est super cool à faire. On s'est passé en fait sur les GitHub Pages, qui va nous rendre notre code statique dedans. Donc on se connecte dessus. Au niveau de la page GitHub Pages, on a un UI ID. Cet UI ID, c'est un identifiant. Et c'est l'identifiant d'un shield BL. Ce qui fait que du coup, grâce au Bluetooth du téléphone, on est capable de pouvoir se connecter et s'appareiller avec ce shield BLE. Le shield BLE, lui, va communiquer avec l'Arduino par l'intermédiaire d'un port SPI. Et l'Arduino, lui, il est connecté sur des drivers moteurs. Et sur les drivers moteurs, il y a les roues. Donc voilà, donc on a toute la communication. On part de commande de la page web et ça va jusqu'à faire tourner les roues. Alors autant sur Léa, on a eu une petite hésitation, est-ce qu'on fait de l'Arduino, on fait un couple Raspberry Arduino, ça a été à peu près. Alors par contre sur Léo, là ça a été un vrai dilemme, parce qu'en fait on avait 3 possibilités, tout faire en Arduino, tout faire en Raspberry, ou refaire un couple Arduino-Raspberry. Alors comme on est un peu maso,
On a écarté le couple parce qu'on avait déjà fait, c'était pas drôle. Du coup, il nous restait 2 pistes, soit l'Arduino, soit le Raspberry. Et comme on n'arrivait pas à décider, en fait, on a codé les deux, tout simplement. Donc il y a Will et Adrien qui sont partis chacun de leur côté, qui ont codé les deux. Et après, on a regardé. Alors, le premier point d'inquiétude qu'on avait, c'était sur la consommation électrique, parce qu'en fait, le Raspberry consomme beaucoup plus que l'Arduino. Et l'idée, c'était que, comme Léo, lui, il bouge et il est énergétiquement indépendant, il fallait qu'il puisse tenir au moins une journée au DevFest. Donc après les premiers tests qu'on a fait, le Raspberry, finalement, 8 heures avec une bonne batterie, ça passe, il n'y avait pas eu trop d'inquiétude. Alors le point qui a été crucial et auquel on ne s'y attendait pas forcément, c'est la vélocité. La vélocité sur le Raspberry était beaucoup moins importante que sur l'Arduino. Ce qui fait qu'il y a une espèce de lenteur, de latence qu'il y a avec le Raspberry qui était juste pas possible en fait. Alors, d'où vient cette latence? En fait, quand on a codé la partie sur le Raspberry, on a utilisé du Johnny 5. Johnny 5, c'est une librairie qui vous permet de manipuler du hardware en JS. Donc, si vous voulez manipuler des LED, des écrans LCD, ce genre de choses. Et donc, toute la stack JS pour arriver jusque vraiment faire bouger le moteur, à mon avis, c'était un petit peu trop important pour le cas. Voilà. On avait aussi tenté une impression sur des roues omnidirectionnelles. Donc en fait, on voulait lui faire des roues qui aillent dans tous les sens pour qu'il puisse partir en crabe et tout ça. On l'avait même imprimé, en fait, les roues, on a imprimé des modèles sur lesquels on s'amusait aussi. C'était comme si du plastique sur une surface comme ça, sur une table, ça glissait. Donc on a mis du latex par-dessus et on a fait des tests. Mais bon, finalement, ça rendait pas, ça allait pas. L'impression 3D n'était pas assez précise pour que les roues soient performantes. Donc du coup, on est revenu à quelque chose de plus simple. La gamification de Léo, donc là, vous voyez, en fait, c'est une interface graphique relativement simple. Alors juste pour info, il n'y a pas d'image sur cette interface, c'est juste du CSS. Donc c'est des composants React avec du CSS qui vous permettent de faire ça. Donc avec lui, Léo, vous ne gagnez pas de l'eau, mais par contre, vous avez le droit de faire mumuse avec. Vous avez un petit parcours sur le stand SQLi, vous pouvez essayer d'éviter des obstacles et tout ça. Donc c'est plutôt rigolo. Donc là, on va passer à la partie que vous attendez de tous sur l'impression. Quand j'ai eu l'idée là, des figurines, il y a Jean-François Garot, que vous connaissez peut-être parce qu'il est souvent dans les couloirs du DevFest, qui était à l'agence et qui me dit super, on va pouvoir imprimer les pièces à l'agence puisqu'on va bientôt recevoir une imprimante 3D. Je lui dis chouette, parce que avec le recul, si on n'avait pas eu d'imprimante 3D sous la main, genre si on l'avait fait faire ailleurs, on aurait pu, ça aurait été très très compliqué parce que des tests, des essais, des erreurs, des interruptions d'impression, etc. en cours de route, on en a eu un paquet et l'imprimante a tourné quand même quelques heures. Donc nous à l'agence, on a bénéficié d'une petite imprimante 3D très grand public pour le coup parce que c'est très abordable même pour le grand public. C'est aux alentours de 300 € en kit. 400 € montés. Alors je fais pas de pub pour Dagoma, mais voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée, c'est quand même abordable. Alors à ce prix-là, vous n'avez pas la meilleure imprimante du monde, hein, bien sûr. Mais le plateau est intéressant puisque je disais tout à l'heure qu'au niveau de Léo, le véhicule dépassait la zone d'impression, mais la zone d'impression, elle est quand même de 20 cm sur 20 cm sur 20 cm, donc ce qui permet de faire des objets assez conséquents. On est à 100 microns en termes de précision, donc là, c'est pas exceptionnel, mais ça permet de sortir sur des objets qui sont pas trop fins comme les nôtres. Ça permet quand même de sortir des belles pièces quand tout va bien. Et avec une vitesse donc de l'ordre de 30 à 100 mm par seconde, là, c'est quand même pas rapide. C'est quand même pas rapide. Mais bon, voilà, globalement, le rapport qualité-prix et puis était intéressant là dans ce qu'on cherchait à faire. Donc voilà, on avait notre imprimante et on a commencé à imprimer nos pièces et c'est là que les ennuis ont commencé. Donc en fait, comme je vous disais, l'imprimante elle n'est pas rapide. On avait des grosses pièces à imprimer et on ne voulait pas que l'imprimante elle tourne sans surveillance.
La laisser la nuit à l'agence tourner, c'est quand même un peu risqué, même si globalement tout s'est bien passé, on n'a jamais eu de soucis. Donc voilà, ça on ne voulait pas le faire. Donc on a cherché à ce que, et là je vais peut-être vous faire peur, mais à ce que nos pièces ne dépassent jamais les 10 heures d'impression. Donc pour que voilà, ça reste dans une journée à peu près raisonnable. Donc par ça, il a fallu arbitrer entre précision d'impression et puis temps. Donc du coup, on a certains objets qui ne sont pas d'une finesse exceptionnelle ou d'une finition exceptionnelle parce qu'on a fait vite, quoi. On a imprimé le plus vite, dans ce qu'on pouvait faire de plus rapide. Et puis on a eu d'autres soucis. Alors, je ne vous ai pas dit, l'imprimante, donc elle imprime du filament en PLA. PLA, c'est à base d'amidon de maïs. Alors normalement, quand on imprime comme ça, la théorie dit qu'on n'a pas de problème de décollement de pièces. Parce que quand la pièce est longue à s'imprimer, le plastique se refroidit, il se rétracte, et il joue, quoi, il vit le plastique. Et par rapport à ça, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que quand on avait des pièces un peu trop longues, au bout d'un moment, au bout de 1 heure, 2 heures, on a les pièces qui étaient collées au plateau, la partie collée au plateau qui se rétractait et qui se décollait. Alors normalement, ça n'arrive pas avec le PLA, mais nous, on a rencontré ce problème-là. On a cherché, on s'est bien pris la tête quand même. Et puis, on a trouvé une solution radicale. On la voit ici, je crois. C'est notre championne, de la laque à cheveux pour qu'on mettait en fait sur le plateau avant, parce que le plateau n'est pas chauffant, hein. Vous avez peut-être pu voir ça sur d'autres imprimantes, mais nous, le nôtre, il n'est pas chauffant. Donc on mettait cette laque en bonne dose sur le plateau pour que les pièces restent bien collées. Ça a un effet colle. Alors là, la laque est en noir et blanc, mais je ne la citerai pas volontairement, mais si ça vous intéresse, nous on avait la rouge, et a priori c'est plutôt la orange, parce que la rouge elle colle quand même super fort, et il y a des pièces qu'on a eu vraiment du mal à décoller. Donc la orange, il paraît que c'est mieux, mais il n'y en avait plus chez le marchand. Voilà, donc ça c'est le genre de soucis qu'on a rencontrés, puis qui sont un peu techniques, et puis on a eu des soucis plus humains, du genre on vérifiait pas dans quel sens on prévoyait de positionner la pièce sur le plateau, ce qui fait que des fois l'imprimante elle devait aller d'un point A à un point B comme ça en hauteur sur une longue distance, mais sans support en dessous, et du coup ça faisait genre toile d'araignée. Il y a des pièces qui ont été imprimées comme ça volontairement pour gagner du temps, mais enfin voilà, si on oublie de mettre des supports ou si il peut se passer des choses un peu bizarres, ça fait partie de l'expérience. Ce qu'il ne faut pas faire aussi, un truc que j'ai appris, c'est qu'il ne faut pas débrancher le cordon d'alimentation quand l'imprimante est en cours d'impression. Vous rigolez, mais j'avais jamais testé. Donc ça, faut pas faire. D'autres soucis aussi qu'on a eu, c'est au niveau de l'EA. C'est une fois les jambes imprimées, les emboîter à l'envers. Mais sauf qu'on n'avait pas prévu que les jambes, on puisse les emboîter, les déboîter facilement là, pour le coup. Et une pièce comme ça en plastique, parce que le PLA imprimé, c'est quand même super solide. Et une fois que c'est emboîté, si c'est pas dans le bon sens, pour la retirer, c'est quand même très galère. Voilà, c'est des petits soucis. On n'est que humain. On est, voilà, encore une fois, en toute humilité. On a quand même fini par y arriver, hein. Nos pièces sont là pour le prouver. Alors, un petit tableau de synthèse, hein, sans vous noyer sous les chiffres, mais globalement, pour Léo, on est à plus de 65 heures d'impression, hormis les tests, les nombreux tests qu'on a pu faire entre deux, ou les pièces ratées qui ne sont pas intégrées dans ce décompte. Pour Léa, on est à 63 heures, vous voyez, on n'est pas très loin. Les pièces les plus rapides, je pense que vous pouvez le deviner par vous-même, sont les cornets. Là, on dit 7 minutes quand même, mais parce qu'elles sont imprimées un peu plus fines, elles pourraient être, voilà, et essayer d'avoir quelque chose de plus propre. Et puis les pièces les plus longues, donc sur Léo, c'est 10h30 pour ce morceau-là, devant.
mais qui est pas mal, il est bien rond. Et puis sur Léa, 15h30, c'est le socle. Parce que contrairement à Léo, là où tout à l'heure j'expliquais que la pièce avait été découpée en 3, Léa, le socle, en fait, on s'est dit, allez, soyons fous. Et j'avais ramené l'imprimante chez moi pour le coup ce jour-là. Et tout a été imprimé en un bloc. Donc ça fait une belle pièce. Qui est plutôt, là pour le coup, ça s'est plutôt bien passé. Et puis, voilà, donc l'impression 3D, c'est une affaire de patience. Il faut se réhydrater de temps en temps. Donc, c'est à peu près la consommation estimée, mais pour toute l'équipe, hein, pas par personne. Voilà. Et puis, c'est pas fini. Sans jeu de mots. Parce que lorsque l'imprimante elle a mis 10 heures à vous sortir, allez, ou 9 heures, à vous sortir une belle pièce, il suffit qu'en plus on ait rajouté des supports d'impression, donc pour les éléments qui étaient en porte-à-faux ou des choses comme ça. Il y a plein de PLA, donc de plastique, en trop, qui est à ébavurer, à limer, à poncer, pour essayer d'avoir la pièce qui soit la plus propre possible. Donc par rapport à ça, au final, moi je me dis que tout ce qui est outils manuels, donc comme des limes aiguilles là qu'on voit ici, c'est quasiment ce qu'il y a de mieux parce qu'on maîtrise bien le mouvement et tout ça. On a fait plusieurs tests. On a fait des tests avec une Dremel par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un outil multifonction là, bien connu qui permet justement de poncer, de couper, etc. J'ai fait des tests avec ça et si on met le moteur vraiment au minimum, bon, ça, on n'arrive pas à poncer de façon assez satisfaisante. Si on l'augmente un tout petit poil, et dans ce cas-là, le plastique il a tendance à fondre parce que ça tourne trop vite, donc c'est super galère. J'avais vu un truc sur YouTube qui était génial. Je m'étais dit, il y a un gars qui avait essayé de mettre donc un embout de Dremel comme pour poncer, mais sur une brosse à dents électrique. Je me suis dit, tiens, je vais essayer, parce que pas de raison. Et pareil, en fait, un peu comme la Dremel, c'est comme si on avait une Dremel très très faible puissance. Et alors, c'est peut-être mon modèle de brosse à dents qui n'était pas assez puissant, mais voilà, le résultat n'était pas génial. Donc, sur des outils à main, pour finir comme ça, c'est quand même ce qu'on a trouvé de mieux. Et puis, comme on est super perfectionniste, ça se voit, hein, on a voulu essayer le lissage époxy. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui se sont intéressés à l'impression 3D parmi vous. Vous connaissez peut-être. C'est en fait c'est de l'époxy, donc liquide, qu'on passe au pinceau sur les pièces et qui est censé lisser la pièce. En fait, ça fait concrètement, c'est plus comme si ça rajoutait un vernis sur le plastique. On vous laissera juger parce que le résultat, il est hyper subjectif. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même super difficile à appliquer. Parce que dès qu'il faut que ça sèche, par exemple, ça a tendance à couler, donc à faire plus ou moins des pâtés dans le bas des pièces. Ça fait des résultats. Il faut pouvoir lisser, mettre de manière très harmonieuse sur les pièces. Cette matière, cet époxy. Donc, et ça, c'est difficile. Et du coup, on a des choses qui ne sont pas toujours très, très réussies. Voilà. Donc, on vous laissera juger parce que Léa, donc, on lui a passé de l'époxy dessus, du lissage. Léo, lui, est resté brut. C'est les pièces sorties d'usine. Donc voilà, vous pourrez juger par vous-même. Quelques chiffres pour finir. Niveau budget, les deux robots, ensemble, on en a pour à peu près 300 €, sans les tests, en parlant en thème final. Et en termes de main-d'œuvre, on est à au-delà de 600 heures, sur un projet qui a duré à peu près 6 mois environ. Alors, je vais passer ça. Alors 600 heures réparties sur 5 personnes, parce qu'en fait, au DevFest, on a le droit qu'à 2 speakers, et en fait, on est 5 dans l'équipe. Donc, il y a Franck, Wilfried et Adrien, vous pouvez lever la main là, vous êtes là, juste devant. Alors, ce qu'il faut signaler là-dessus, c'est qu'à la base, c'est pas un projet SQLi. C'est un projet, ça vient de Stéphane, et on s'est naturellement regroupé autour de cette idée.
Actuellement, on parle pas mal de buzzwords type Pizza Team. Là, c'est un vrai exemple de Pizza Team, parce qu'en fait, on a l'habitude de travailler ensemble, on aime bien bosser ensemble, et on s'est groupé là-dessus. Et quand on a senti que le projet était assez mature, on l'a proposé à SQLi, qui lui nous a soutenus dans cette démarche. Ce qu'il faut aussi souligner, c'est la variété des compétences qu'on a ici. Et c'est ça qui était intéressant, c'est qu'on a pu apprendre des autres. Par exemple, avec Stéphane, qui est designer, un designer, ça ne réfléchit pas comme un dev, heureusement d'ailleurs. Heureusement. Ouais, heureusement. Et juste un exemple pour vous expliquer rapidement. On ne savait pas où mettre le Raspberry Pi. Donc en réflexe de dev, on a dit on met un sac à dos Aléa et on met tout dans le sac à dos. Et le designer lui a dit non, hors de question, elle n'aura jamais de sac à dos Aléa. Et donc on s'est battu, on lui a demandé plusieurs fois, il n'a jamais voulu, et finalement on lui a fait un petit bloc qui est quand même un petit peu plus sympa, quoi. Et sinon, je crois que c'est tout. Ah oui, j'allais oublier le truc le plus important. On n'est pas des professionnels de l'IoT. C'est un seul truc que vous devez retenir de ce projet-là, c'est que vous pouvez y arriver, tout le monde peut arriver à faire ça. La communauté, l'Internet mondial est bourré de documentation pour pouvoir y arriver. Si vous avez une bonne idée, vous prenez 1 ou 2 potes, 3 potes avec qui vous avez l'habitude de bosser, et vous vous lancez. Niveau budget, il y a moyen de faire des trucs à pas cher. Il y a plein de façons pour y arriver relativement simplement. Le seul truc, il ne faut pas compter son temps, c'est tout. Mais en dehors de ça, avec Stéphane et l'équipe, on espère que si vous sortez de Stock, vous n'avez qu'une envie, c'est vous dire tiens, moi aussi je peux y arriver, moi aussi je peux faire ça. Voilà. Donc, ah oui, j'ai oublié. Parce qu'en fait, si jamais vous arrêtez par exemple à vos premiers essais, eh ben, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Donc ça, c'est nos essais. Voilà. Donc c'est Jar Jar. Une partie des essais en plus. Oui, il n'y a pas toutes les pièces, on n'avait plus de place. Ouais. Bon, il tient pas très bien debout, mais voilà. Donc n'hésitez pas à venir jouer avec Léa et Léo sur le stand SQLi qui est là-bas dans le fond. Et Stéphane, tu veux faire une petite démonstration alors? Il y a une fonction cachée que vous découvrirez très rapidement qui est rigolo, c'est le mode toupie. Voilà. Alors, sinon, pour pouvoir se connecter, quand vous serez sur le stand, il y aura 3 manières. Vous aurez soit vous saisissez l'URL, si vous êtes courageux, un QR code, si vous savez prendre une photo, et autrement du physical web. Donc, vous aurez si vous activez le physical web, vous verrez que la notification sera poussée sur vous. Voilà. Et donc là, on va essayer de faire démarrer Léa. Alors Léa, c'est un peu plus compliqué, parce que... On va voir. Alors, je ne sais pas si elle réagit, là. Bon, on va dire qu'elle réagit. On vous remercie de votre attention. C'est un projet où il y a beaucoup de domaines, que ce soit de la modélisation, de l'impression, du code, de l'électronique, du vernis, de l'image, enfin ce genre de choses. Donc si vous avez des questions dessus, n'hésitez pas. On a 5 minutes de questions. Oui. Alors la clé dans le dos de Léa, la clé dans le dos de Léa, elle sert à rien à la base, et on voulait la clé dans le dos de Léo. À l'origine, elle devait tourner, pas qu'il tourne. Mais voilà, ça fait partie des choses qu'on n'a pas le temps. En fait, l'idée au départ, c'était vraiment de faire un hommage au Lego, et la figurine qui nous a servi d'inspiration. De Léa, oui d'ailleurs on l'a pas là. En fait, elle avait cette clé dans le dos. Donc du coup, on s'est dit on va respecter ça et on va la modéliser. Elle n'était pas modélisée pour le coup, donc elle a été remodélisée et puis pluguée dessus. Mais voilà, donc elle n'a pas d'utilité particulière. C'est vraiment le clin d'œil aux anciens robots, vous savez, avec des clés où ils se remontaient. Voilà. Peut-être un jour, ça pourra recharger les batteries. Dans dans la V2. Une version ultime. Pour la V2. Une autre question? Dans les essais, on a l'impression que vous avez peint des pièces. Donc vous les avez imprimées en couleur ou peint après? Peint après. Celles-là, elles sont un peint après. Et même celle-là? Alors, non, vas-y.
Oui, non, les pièces, elles sont imprimées dans du filament de couleur directement. Là, les pièces qu'on voit peindre, c'était un essai. Pendant un moment, on s'est dit, tiens, on a des pièces blanches, on va voir ce que ça donne. Enfin, même sur le gris d'ailleurs, on va voir ce que ça donne de peindre. Parce que c'est une technique de finition aussi qui peut être envisagée. Et ce que je ressors de cette expérience-là, moi, c'est que sur du blanc, des pièces imprimées en blanc, on peut imaginer les peindre, c'est peint avec de la peinture acrylique, et ça tient assez bien. Il y a 2 couches là. Et voilà, ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, si le PLA d'origine est gris, par exemple, 2 couches, ça suffit pas pour repeindre par-dessus. Mais disons que voilà, on peut imaginer peindre des pièces en blanc et les mettre à la couleur qu'on souhaite derrière. Par contre, les robots, eux, sont imprimés, c'est vraiment la couleur. On avait des bobines de gris, de bleu ou de rouge, et c'est imprimé dans la couleur de la bobine. Et voilà, on a rajouté des stickers qu'on a créés nous-mêmes, en s'inspirant aussi du modèle, hein, plus ou moins, pour rester dans l'esprit. Et puis, c'est collé dessus. Ouais. Bon, on fait signe que c'est la fin. C'était la même question. Bon. Okay. Merci beaucoup de votre attention. Merci à vous. Juste un dernier petit point. Vous avez un formulaire, un QR code pour les sessions. Alors c'est valable pour toutes les sessions. Donc si vous voulez jeter des tomates et tout ça, vous avez un formulaire pour le faire ou dire des trucs gentils. C'est comme vous voulez, quoi. Merci beaucoup de votre attention. Bon Devfest.